Au sommaire de ce journal, un accord de coopération entre plusieurs structures d'assurance opérant en Côte d'Ivoire a été signé. Cet accord vise à renforcer la résilience économique de la Côte d'Ivoire face au chaos climatique. Plusieurs auditeurs ont pris part à un atelier. Il s'agit d'une formation animée par le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Et dès le début de 2025, Omnes Éducation offrira des formations en ingénierie du numérique et intelligence artificielle. C'est l'information donnée par le président exécutif du groupe lors d'une conférence de presse. Et la cérémonie marquant la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le sida s'est déroulée dans la commune de Yopougon. On en sait davantage dans ce journal. Bienvenue sur la télé utile, c'est l'heure du journal. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention. Signature ce lundi 2 décembre 2024 d'un accord de coopération entre plusieurs structures d'assurance opérant en Côte d'Ivoire. Cet accord vise à renforcer la résilience économique de la Côte d'Ivoire face au chaos climatique et offrir un modèle reproductible pour d'autres pays confrontés à des défis similaires. Une étape majeure dans le cadre du programme d'assurance climatique inclusive de l'IFC. Pierre Tebeu et Maru Seri nous en disent davantage sur cet accord. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ce proverbe africain résume l'essentiel même de cet accord de partenariat qui vient d'être signé entre Sanlam Alliance, AXA Assurance, Atlantic Assurance et l'International Finance Corporation IFC du groupe de la Banque mondiale. Faire davantage en partageant ses compétences et savoir-faire avec les autres. Mais quand nous sommes là à signer aujourd'hui un accord pour pouvoir prendre en charge nos agriculteurs, c'est réjouissant et c'est émouvant. Je le reprends, c'est émouvant parce que c'est un acte de pérennité. C'est pour ça que nous remercions la SFI. Alors, donc on a mis en place un consortium en fait pour proposer des solutions de couverture contre les risques climatiques impactant le monde agricole particulièrement. Dans ce consortium, donc nous avons promu la collaboration, c'est ce que nous faisons. Nous avons promu la compétence. Ce projet vise à promouvoir des solutions d'assurance inclusives et respectueuses des exigences climatiques au profit des petits exploitants agricoles et des PME agricoles en Côte d'Ivoire. Nous sommes encore tous concentrés vers des risques de grandes entreprises, les risques des fonctionnaires, les risques qui sont des personnes qui sont encore dans le domaine du, le domaine classique. Vous et nous, vous voyez, il faut aller au-delà de ça pour créer ensemble ce chemin vers l'assurance pour tous, l'assurance inclusive, l'assurance qui permettra à nos agriculteurs d'être totalement protégés. La Côte d'Ivoire demeure une puissance agricole au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Son potentiel de production est considérable, en particulier dans des secteurs clés comme le cacao, le café et les cultures vivrières. Ce qui lui confère une position stratégique dans la région du Sahel, souvent perçue comme un carrefour entre l'agriculture pluviale et les zones sahéliennes plus arides. Face à ces défis, nous avons le devoir d'améliorer les produits existants et de développer de nouveaux produits d'assurance inclusifs en s'assurant qu'ils soient à la fois abordables, accessibles, appropriés, réactifs et simples. Voilà donc une solution assurantielle qui va répondre aux attentes des petits exploitants. Il s'agira de renforcer les compétences techniques des assureurs locaux et des décideurs politiques. Aussi, permettra d'informer les communautés cibles des avantages de l'assurance climatique tout en encourageant la collaboration entre institutions financières et coopératives agricoles. Et parlons formation à présent. Au cours d'une conférence de presse tenue récemment, le président du groupe Omnes Éducation a rendu public une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent avoir des acquis en data et intelligence artificielle.
Dès le début de 2025, Omnes Éducation offrira des formations en ingénierie du numérique. Ces formations visent à répondre aux besoins en compétences dans les secteurs essentiels pour l'avenir économique du pays. D'autres précisions dans cet élément commenté par Alan Itoua. 1000 étudiants pourraient acquérir des compétences en data, intelligence artificielle et responsabilité sociétale des entreprises d'ici 2027. C'est un projet de formation du groupe Omnes Éducation concrétisé par l'agrément délivré par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui s'inscrit dans une stratégie visant à répondre aux besoins croissants de la transformation numérique en Côte d'Ivoire. Alors, d'abord, c'est travailler avec les pouvoirs publics. J'ai vu de nombreux ministres, travailler avec le patronat ivoirien, travailler avec les entreprises. On travaille déjà depuis 5 ans en formation continue avec des dizaines d'entreprises en Côte d'Ivoire pour bien comprendre les besoins et être capable de les faire évoluer dans le temps. Et puis ensuite, c'est évidemment partir des programmes qui fonctionnent bien en Europe, les adapter avec des professeurs ivoiriens, avec des professionnels d'entreprises ivoiriennes, de façon à ce qu'ils soient particulièrement bien adaptés au marché local. C'est aussi des innovations pédagogiques, c'est apprendre autrement, et puis c'est aussi des stages, des séjours en entreprise, des cas pratiques en entreprise, du travail multidisciplinaire, c'est-à-dire avec des étudiants qui apprennent des choses différentes. Le groupe Omnes Éducation proposera dès la rentrée 2025 des formations certifiées Data Scientist en distanciel et des formations en ingénierie du numérique et l'intelligence artificielle, management et sciences politiques avec 12 programmes en bachelor et master of science. Chaque étudiant peut personnaliser son parcours. Et enfin, pour tous les étudiants, c'est la formation à la data. Et pour ceux qui ont choisi la data, c'est évidemment aller jusqu'à l'intelligence artificielle pour la mettre demain au service des entreprises ivoiriennes. 3,5 millions à 3 800 000 francs CFA, mais on travaille avec les pouvoirs publics pour financer des stages, pour que les entreprises participent aux études de façon à réduire significativement le coût de la scolarité. Créé en 1975, Omnes Éducation est un groupe privé d'enseignement supérieur reconnu pour son expertise en management, sciences de l'ingénieur, communication et sciences politiques. Il était planté sur 22 campus en France et à l'international. Il revendique plus de 40 000 étudiants, dont 18 000 en alternance et 10 000 cadres formés chaque année, avec pour mission de les accompagner depuis la formation jusqu'à leur insertion professionnelle. La cérémonie de clôture de l'atelier de formation animée par le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres s'est tenue ce jeudi 28 novembre au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration et des Ivoiriens de l'extérieur. Ces auditeurs ont vu leurs capacités renforcées, formés aux relations internationales, droit international diplomatique et analyse de la politique étrangère du 26 au 28 novembre 2024. Le témoignage de Michel Brou et de Salomon Ndrin. 3 jours ont suffi à cette cinquantaine de diplomates d'approfondir leurs connaissances et compétences dans des domaines essentiels à la compréhension et la pratique des relations internationales. Ces formations ont été conduites des mains de maître par des experts du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Au programme des thématiques variées allant des principes fondamentaux du droit international aux enjeux de la coopération diplomatique. Ces travaux ont permis aux formateurs de partager leurs expériences et analyses sur des sujets cruciaux tels que le fonctionnement des organisations internationales, les stratégies diplomatiques et les défis géopolitiques actuels. Les certificats de participation ont été remis aux auditeurs en reconnaissance de leurs efforts et de leur engagement tout au long de l'atelier. Il faut vraiment remercier ceux qui ont initié cette formation, c'est-à-dire le CAMPC et la direction de la formation continue. Et parce que les thématiques qui ont été abordées, les modules qui ont été traités sont vraiment d'actualité. Au regard du contexte mondial aujourd'hui, il était important pour nous en tant que diplomates de nous acquérir en tout cas en ce qui concerne les relations internationales, de la politique étrangère, d'acquérir en tout cas les approches et les techniques d'analyse de cette réalité. Ce sont des thèmes pour lesquels il faut débourser des millions. Et aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'avoir ces formations gratuitement. Je voulais non seulement rendre gloire à Dieu, mais réitérer mes remerciements
à ma hiérarchie et notamment à son Excellence, Monsieur le Ministre. Le représentant du directeur du Campessi a souligné la volonté du centre et l'importance de cette formation pour améliorer les performances de cette corporation. Comme l'ont dit les participants, c'est l'expression désormais manifestée du besoin d'apprendre. Et donc le Campessi ici est sollicité pour accompagner, n'est-ce pas, tous ces agents-là qui ont soif de connaissances, qui ont soif de compétences. Et donc, pour nous, c'est une réelle satisfaction. Cet atelier de formation animé par le Campessi représente une étape significative pour le renforcement des compétences des professionnels africains dans le domaine des relations internationales. Et parlons entrepreneuriat, avec pour objectif de stimuler l'innovation, d'encourager des collaborations fructueuses et de promouvoir l'entrepreneuriat comme moteur de transformation économique et sociale en Afrique. La 3e édition de la journée de l'entrepreneuriat, initiée par ASTV, s'est tenue récemment. Placée sous le thème « Entrepreneuriat, innovation et impact social en Afrique », cette 3e édition a mis en lumière des initiatives innovantes et rassemblé des acteurs clés pour favoriser l'impact social à travers l'entrepreneuriat en Afrique. Le témoignage de Diane Kablancan et de Tima Traoré. L'innovation s'écrit aujourd'hui en lettres africaines. La 3e édition de la journée entrepreneuriale organisée par Africa Startup TV est placée cette année sous le thème « Entrepreneuriat, innovation et impact social en Afrique ». Cette rencontre, devenue un rendez-vous incontournable, réunit des entrepreneurs, des leaders d'opinion, des investisseurs et des acteurs de l'économie sociale pour réfléchir, échanger et construire l'avenir entrepreneurial du continent. L'objectif est clair, promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique en mettant l'accent sur l'innovation et l'impact social tout en encourageant des solutions novatrices à fédérer les acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial et à inspirer des initiatives capables de transformer les défis du continent en opportunités durables. Depuis maintenant 3 ans, nous organisons cette journée dans le but d'aider certains jeunes qui hésitent encore à se lancer dans le monde entrepreneurial. Et l'objectif est très simple, c'est vraiment accompagner les jeunes aspirants, les jeunes qui veulent se lancer, qui ont encore cette crainte. Des entrepreneurs partagent les parcours et leurs innovations, prouvant que le génie africain peut rayonner au-delà des frontières. Les idées fusent, les collaborations se nouent et un message clair s'impose. L'Afrique ne se contente plus de rattraper le monde, elle se positionne comme leader de l'innovation sociale. On est intervenu sur la digitalisation au niveau des entreprises, des entrepreneurs et tout. J'ai pris la parole pour édifier les jeunes entrepreneurs, pour leur parler du digital, parce qu'aujourd'hui on sait tous que le digital est le socle de tout ce que nous entreprenons. Et toutes nos activités aujourd'hui que nous menons, nous devions obligatoirement passer sur le digital. J'encourage toute la jeunesse africaine à participer à ce genre d'événement parce qu'on a plein d'opportunités qu'on rencontre à ce genre d'événement. Notons qu'Africa Startup TV, ASTV, est une plateforme médiatique panafricaine dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat en Afrique. Sa mission est de donner de la visibilité aux jeunes entrepreneurs, startups et PME africaines en offrant des contenus sur l'entrepreneuriat. Un mot du programme Filets sociaux à présent. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion nationale et de la lutte contre la pauvreté a procédé au Palais de la Culture au lancement du paiement des transferts monétaires de 25 000 nouveaux bénéficiaires du programme Filets sociaux. Avec 25 000 nouveaux bénéficiaires, le nombre total de ménages du programme Filets sociaux passe désormais à 457 000. L'activité a pour objectif de valoriser et de consolider les acquis du programme dans la perspective d'une mise en œuvre efficace et efficiente. Pierre Tebeu pour plus de détails. Le nouveau financement mobilisé, soit 121 milliards de francs CFA, dans le cadre du programme multisectoriel d'appui au système national des filets sociaux, vise la poursuite sur la période 2023-2026 du programme de transfert monétaire. Au titre des ménages constituant la cible de ce nouveau programme, 205 000 ont déjà été sélectionnés dans l'ensemble des 31 régions. Ces derniers ont commencé à recevoir leur paiement. Une assistance financière qui pourra aider les bénéficiaires à vivre dans de meilleures conditions avec un accès aux biens et services
mis à leur disposition. J'ai bénéficié du projet Filets sociaux. Avant que le projet ne vienne, je ne faisais rien, j'étais à la maison. Et lorsque j'ai reçu mon premier argent, j'ai pris pour avancer, pour faire mon conteneur. Depuis le projet a été mis en place, qu'on a bénéficié de l'aide de l'État, en tout cas, et puis avec l'association aussi, chaque au moins foyer peut au moins gagner quelque chose pour nourrir sa famille. Bénéficier de soutien du gouvernement à travers filets sociaux. Et grâce à cela, j'ai pu agrandir ce que vous voyez aujourd'hui. Sinon, je faisais déjà ce travail, mais en petite quantité pour survivre à mes besoins avec mes enfants. 432 000 ménages ont été impactés par le programme. Pour les autorités présentes, cet appui du gouvernement est mis à leur disposition pour les sortir de la précarité. Tout comme le développement est un processus, la lutte contre la pauvreté l'est également. Notre présence ce jour doit démontrer notre volonté commune de prendre toute notre part dans ce processus pour le bonheur des populations à faible revenu et surtout de témoigner notre solidarité. Comme vous le savez, lutter contre la pauvreté reste une quête permanente de partage avec les autres, d'assistance à leur endroit et de construction de leur résilience avec leur propre implication. Notons que le projet de filets sociaux productifs consiste principalement à octroyer des transferts monétaires directs de l'ordre de 144 000 francs CFA par an au profit des ménages vulnérables sur l'étendue du territoire national. Lancé depuis 2019, le projet Innover pour dialoguer conduit par le REF-GPCI a pris fin le 28 novembre dernier. Initié par Dioui Academy et le réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire, ce projet visait à renforcer l'esprit de solidarité et de cohésion en célébrant le dialogue entre les différentes générations d'une communauté. Ce projet qui a sillonné plusieurs villes de la Côte d'Ivoire a permis d'obtenir des résultats intéressants en matière de dialogue intergénérationnel. Nous témoignent Konena Norgo et Yao Inok. Les lampions se sont éteints ce jeudi 28 novembre 2024 à Abidjan sur le projet Innover pour dialoguer. Après 5 ans de mise en œuvre en Côte d'Ivoire par la Deutsche Welle Academy et le REF-GPCI, réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire, ce projet a permis d'établir un pont entre les jeunes et les personnes du troisième âge. Démarré en 2019, le projet Innover pour dialoguer a sillonné plusieurs villes dont Abidjan, Divo, Soubré, Korogo, Agboville, Daloa et Bongwanou. À travers les digues, dialogue intergénérationnel et les PDG, petit déjeuner du genre et les débats radiophoniques, l'équipe du REF-GPCI a su créer un carrefour d'échange entre les deux générations sur des sujets d'intérêt social. Et ça a été un parcours inspirant, un parcours enrichissant pour nous, les initiatrices de ces activités, que sont donc les PDG et les DIG. Aujourd'hui, donc, le partenariat s'achève parce que le projet Innover pour dialoguer, dans lequel s'inscrivaient donc ces deux activités, s'achève. Et avec la Deutsche Welle, nous avons donc organisé cette session de partage, justement pour tirer les leçons. Et en termes de leçons apprises, c'est que nous avons donc des confrères, notamment les animateurs des radios de proximité, les animatrices des radios de proximité, qui ont besoin de toujours être dans une espèce de partage d'expérience avec nous autres qui avons des expériences à partager, et je le répète à dessein, partager des expériences, s'enrichir mutuellement, comprendre leur réalité dans les pratiques professionnelles. On sait, nous, en tant que Deutsche Welle Academy et notre partenaire aussi, on sent qu'il y a toujours plus à faire, mais il y a un bon début qui a été fait. Et il y a des personnes qui ont été formées qui maintenant peuvent transmettre leur savoir et ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont vécu aussi dans les échanges, dans les cadres de dialogue à d'autres personnes, à d'autres cadres. Et donc ça peut déjà bouger beaucoup, mais on est conscient du fait qu'il reste encore du travail à faire. Cette cérémonie de clôture du projet Innover pour dialoguer s'est tenue en présence de l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire et de plusieurs bénéficiaires du projet. Le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, a initié une campagne de sensibilisation et de dépistage axée sur les cancers du sein, des testicules et de la prostate. L'objectif est d'éveiller les consciences des travailleurs sur les dangers que représentent ces maladies.
Cette campagne a permis de conseiller les agents afin de préserver leur vie contre ces tueurs silencieux. Le commentaire de Mondésir Nascimento. L'une des pathologies qui a marqué cette campagne de sensibilisation du personnel du FIRCA, c'est le cancer de la prostate, un cancer fréquent et agressif. Le taux de mortalité pour les hommes atteints du cancer de la prostate est très élevé en Côte d'Ivoire et pour le mois de novembre dit bleu, le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, a accru sa sensibilisation. Traoré Assita, directrice exécutive adjointe du FIRCA, a souligné l'importance de cette opportunité pour protéger ses collaborateurs. Le cancer de la prostate, comme l'a indiqué la spécialiste, c'est quand même une maladie importante avec des taux de mortalité importants. Donc nous, en tant que FIRCA, on a estimé qu'il fallait quand même nous entretenir avec le personnel, les informer, parce qu'on sait aujourd'hui que la prévention au niveau des cancers est vraiment un élément très important. Donc pour nous, il était vraiment évident que nous puissions marquer le coup par rapport à cette maladie. Sensibilisation accrue, oui. Et pour le faire, Dr Assoumou Ama, chef de projet VIH, tuberculose et cancer à la coalition des entreprises de Côte d'Ivoire, a été mise à contribution. Elle a évoqué les causes et les symptômes du cancer de la prostate. Selon elle, l'une des mesures pour éviter la mauvaise nouvelle est la prévention, notamment le dépistage des testicules. La spécialiste Sans Tabou a précisé qu'il faut au moins 21 éjaculations mensuelles pour réduire significativement le risque de cancer de la prostate. Cela ne signifie pas nécessairement 21 rapports sexuels, mais inclut également les éjaculations spontanées ou auto-induites. Nous avons eu à animer sur le cancer de la prostate en Côte d'Ivoire, qui est le premier cancer incident, tout âge confondu et tout sexe confondu. Il faut dire que c'est un cancer qui fait une forte mortalité, qui est due à son dépistage tardif. Et donc on incite tout le monde à pouvoir se faire dépister précocement pour pouvoir éviter les complications et les métastases dues à ce cancer-là et faciliter également sa prise en charge. Les signes annonciateurs du cancer de la prostate sont multiples, mais à savoir les difficultés à uriner, les mictions fréquentes, mais également du sang dans les urines ou du sang même dans le sperme. La mortalité liée au cancer de la prostate reste élevée, avec près de 11 760 décès en 2020, en grande partie dû à des diagnostics tardifs dans 75% des cas. Et parce que l'actualité, c'est aussi le sport, le samedi dernier, la commune de Yopougon a vibré au rythme du sport et de la solidarité à l'occasion d'une activité de fitness organisée par le Programme national de lutte contre le sida. Inscrite dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida, cette séance sportive a rassemblé divers acteurs engagés dans la lutte contre cette pandémie pour pratiquer le sport dans un esprit de fraternité, de convivialité et promouvoir la santé à travers le sport. Michel Brou, Doumbia Ayouba était présent. Ce sont plus d'une centaine d'administrateurs loin de leur bureau pour faire place au sport. Cette activité de fitness a été marquée par une ambiance chaleureuse et conviviale autour de séances d'exercice physique, favorisant ainsi le partage et l'échange. L'initiative du Programme national de lutte contre le sida a non seulement permis de promouvoir la pratique sportive, mais aussi de sensibiliser les participants à l'importance de maintenir une bonne santé physique et mentale. Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida, nous commençons toujours par une activité sportive pour montrer que le sport, c'est la santé. Tout le monde doit se mettre au sport, ça permet de réduire beaucoup de maladies et ça permet de maintenir la forme. Quel que soit son statut, on doit toujours pratiquer une activité sportive régulière, au moins 3 fois par semaine, pour être en bonne santé. Donc c'est le message que nous voulons faire passer ce matin à travers cette activité de fitness à l'ensemble de nos collaborateurs, mais aussi à l'ensemble de la population. Au-delà de l'aspect sportif, cette activité a également permis de sensibiliser le public aux enjeux de la lutte contre le sida, tout en encourageant chacun à s'engager dans cette lutte collective. Protégeons-nous et protégeons nos familles. Le message fort
de la part de l'AIMA, c'est ça. Il faut noter que la médecine travaille dans ses actions de prévention. Voilà, encourage donc les collaborateurs à mener ces activités sportives dans le but de rester en bonne santé. Parce que j'avais besoin de faire le sport, mais étant seul, je ne me donnais pas. J'étais beaucoup gagné par la paresse. Dans ce moment, vraiment, me va bien au cœur. Et ça me fait plaisir d'être dans ce moment. L'activité de fitness du programme national de lutte contre le sida annonce les couleurs de la journée mondiale de lutte contre le sida, prévue le 1er décembre dont le lancement officiel se tiendra à Yopougon. Cette activité sportive a été un franc succès réunissant des communautés motivées par un même objectif, lutter contre le sida tout en prenant soin de leur santé. Et après ces mouvements bien enchaînés, la cérémonie marquant la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le sida s'est déroulée le dimanche 1er décembre dans la même commune de Yopougon. La célébration de cette 37e a été marquée par le thème « Suivant le chemin des droits ». Cette journée mondiale de lutte contre le sida se tient chaque 1er décembre dans le monde entier et c'est le lieu de rappeler aux populations et décideurs la présence de cette pandémie et d'accroître la sensibilisation sur l'impact du VIH sur la vie des personnes, mais aussi l'amélioration de la prise en charge des victimes de cette maladie. Michel Brault. C'est dans cette ambiance bon enfant que le programme national de lutte contre le sida, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, ont célébré la 37e édition de la journée mondiale de lutte contre le sida. À la place Figayo de Yopougon, cette journée a mobilisé les acteurs impliqués dans cette lutte, les populations et autorités communales pour marquer leur soutien. La nécessité de défendre les droits des personnes vivant avec le VIH et d'améliorer leur qualité de vie était le contenu de la thématique choisie. Les progrès que nous avons réalisés jusqu'à présent ont été portés par le courage des personnes vivant avec le VIH, des militants et des communautés qui ont lutté sans relâche pour le changement. Leur engagement nous montre que lorsque nous donnons la priorité aux droits humains et à la solidarité mondiale, nous pouvons accomplir des avancées extraordinaires. Suivant le chemin des droits, ça veut dire qu'il faut respecter les droits des personnes avec le VIH à avoir accès aux soins et aux services de santé de qualité. Il faut lutter contre la stigmatisation, la discrimination dont sont victimes les personnes avec le VIH. Il faut punir tous les propos, les actes injurieux, les agressions basées sur le genre dont sont victimes certaines personnes vivant avec le VIH. C'est ça le thème. Il ne peut pas avoir d'avancée de lutte contre le sida sans respect des droits de l'homme, sans respect des personnes vivant avec le VIH. Ce que nous avons fait au niveau du réseau, nous avons mis un programme en place composé essentiellement des jeunes, donc ce sont les jeunes leaders qui ont été formés avec l'appui financier et technique de l'ONU-SIDA. Et ces jeunes vont parler à leurs pairs. Donc c'est on appelle ça la paix d'éducation. La célébration de la 37e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida à Yopougon a été un moment fort d'engagement et de solidarité. Elle a réaffirmé la nécessité de suivre le chemin des droits pour garantir un avenir meilleur aux personnes vivant avec le VIH. La lutte continue et chaque voix compte pour faire entendre le message que la santé est un droit fondamental pour tous. Les assureurs s'y connaissent aussi en sport. Après 5 ans de suspension, les matchs amicaux interprofessionnels des assureurs font le grand retour. Le samedi 30 novembre dernier, au complexe de Treichville-Biafra, Lidoué s'est imposé en finale face à Sounou Assurance sur un score serré de 3-2. Une rencontre riche en émotions et en fair-play, suivie par Aïssata Kone. But à 2, le score final en faveur de Sounou Assurance. Vainqueur face à Lidoué, samedi 30 novembre, complexe sportif de Treichville-Biafra, le match amical initié par l'Association des sociétés d'assurance en Côte d'Ivoire, Azassi. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Nous félicitons les 2 équipes finalistes et surtout le vainqueur. Au départ, 16 équipes à s'affronter.
puis la victoire à Sounou dans une ambiance de suspense et d'émotion. Mon équipe a malheureusement perdu, mais l'ambiance est très bonne. Nous sommes très heureux d'être arrivés en finale pour une première participation. Tout le monde est content. L'essentiel, c'était ça. C'était de se retrouver vente assureur pour célébrer la fraternité à travers le sport. Ça faisait 5 ans que le tournoi ne s'était pas tenu et donc nous sommes particulièrement heureux de revoir nos collaborateurs. L'équipe de Sounou a remporté brillamment ce tournoi. Je tiens à les féliciter et je tiens également à féliciter les collaborateurs de Leadway Assurance. Une action bien réussie de l'Asaci qui vise à promouvoir la coopération entre les acteurs du secteur pour renforcer l'efficacité et la compétitivité des compagnies d'assurance. Nous vous emmenons à San Pedro, ville balnéaire, au cœur des enjeux environnementaux, qui a accueilli une conférence de sensibilisation sur le nouveau code de l'environnement à l'initiative de l'ONG Charité Vie. Sous la présidence de Koulibaly Ousmane, préfet de région, cette initiative ambitieuse vise à mobiliser toutes les couches sociales pour une transition écologique inclusive et durable. Avec l'appui des partenaires, cet événement a marqué un tournant décisif pour la protection de l'environnement dans la région. Abel Kwao, commenté par Zénab Dosso. Dans ce complexe hôtelier de San Pedro, les acteurs locaux, les organisations de la société civile, les leaders communautaires et les représentants d'entreprises sont réunis pour découvrir les contours du nouveau code de l'environnement. Ce texte fondamental, fruit d'une concertation nationale, ambitionne de renforcer la protection des écosystèmes tout en impliquant les citoyens dans sa mise en œuvre. Cette conférence avait pour but de vulgariser le contenu du code, d'en expliquer les principes clés et d'inciter toutes les parties prenantes à s'engager activement dans son implication. Aujourd'hui, le nouveau code vient améliorer ce qui était insuffisant, ajouter ce qui est nouveau, afin que ce code-là s'adapte au mieux les contours des défis nouveaux qui s'imposent. Nous sommes là avec toute la population et nous avons entrepris d'organiser des ONG qui interviennent dans le milieu de l'environnement afin que eux tous soient impliqués dans la vulgarisation de ce code. Nous avons décidé de les mettre en mission afin de nous aider à combattre le changement climatique. Point fort de la journée, la présentation technique et analyse détaillée du code et les innovations majeures, notamment la gestion des déchets, la préservation des ressources naturelles et la lutte contre le changement climatique. À l'issue des échanges entre les participants et les experts présents, tous ont salué l'initiative. Je profite de ce pupitre-là pour lancer un appel à toute la population. L'État a fait sa part. L'État a amélioré ce code de l'environnement en prenant tous les aspects en matière d'environnement. La société civile doit faire sa part en respectant tout ce qui a été dit, tout ce qui a été promulgué, et également en faisant en sorte que les enfants qui sont les plus fragiles soient protégés par ce code de l'environnement. Avec ce nouveau code, San Pedro s'inscrit dans une dynamique d'innovation écologique. La collaboration entre les acteurs publics, privés et communautaires représente une avancée significative vers un développement durable. Le 3e congrès conjoint de la CEDEAO et de l'ABAWA s'est tenu le 28 et 29 novembre 2024 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche et la paix à Yamoussoukro. Cet événement a rassemblé les experts comptables de la sous-région ouest-africaine pour aborder des thématiques cruciales telles que la durabilité, l'intégration régionale et la prospérité. Ce congrès représente une opportunité unique pour mobiliser les acteurs clés autour de ces enjeux cruciaux et pour établir des synergies en faveur d'un avenir durable pour l'Afrique de l'Ouest. Charles Kouakou et Pierre Tebeu. Dans un contexte où l'Afrique de l'Ouest fait face à de nombreux défis socio-économiques, il est essentiel d'adopter une approche holistique qui favorise une croissance durable et inclusive. Cela permettra non seulement de renforcer l'intégration régionale, mais également d'assurer la prospérité des populations locales. C'est dans ce cadre que les participants au congrès se sont retrouvés à Yamoussoukro pour promouvoir un cadre de réflexion et d'action en faveur d'une Afrique de l'Ouest durable, intégrée et prospère.
C'est que l'avenir du continent s'inscrit dans l'intégration. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au développement sans être dans les grands ensembles. Et vous conviendrez avec nous que durant la période coloniale, on était géré dans le cadre de grands ensembles. Et à la décolonisation, nos États ont été balkanisés. Aujourd'hui, conscients du fait que nous avons un rôle à jouer d'intégration, de libre circulation, de faire tomber les barrières linguistiques dans l'espace CEDEAO, on pense que c'est la voie du développement. Venus de divers pays, les participants à ce congrès ont partagé leur expérience avec les autres tout en espérant que cela aidera dans l'aboutissement de ce projet. On salue cette ambition et on a à cœur de pouvoir apporter à la BOA tout le support que d'une part nous donnons aux instituts membres, mais aussi que nous donnons aux réseaux, aux network partners. Et la BOA est un network partner d'une extrême importance compte tenu du projet fantastique que la BOA porte. Durabilité, intégration et prospérité de l'Afrique de l'Ouest, tel est le thème qui a été traité durant ces 2 jours d'échange. Plusieurs résolutions ont été adoptées. Mais c'est une belle occasion d'intégration que nous sommes en train de faire et l'objectif de ce congrès et de toutes ces actions, c'est de faire tomber les barrières linguistiques pour que la fluidité, donc la circulation des professionnels soit une réalité en Afrique de l'Ouest, incluant le Cameroun. Et enfin, toutes ces actions devraient concourir à améliorer le développement, à participer au développement économique de nos pays et à atteindre la prospérité des différents citoyens de nos pays. Le congrès de Yamoussoukro représente une plateforme essentielle pour réfléchir et agir sur les questions de durabilité et les résolutions pourraient jouer un rôle clé dans le façonnement de l'avenir économique et social de l'Afrique de l'Ouest. Prenons la direction de la région du Gontougo pour suivre en compagnie de notre reporter régional le lancement de l'opération Zéro décès sur les routes du Gontougo à l'approche des fêtes de fin d'année. Cette opération est une initiative du ministère et du gouvernement ivoirien qui vise à réduire au maximum les accidents de la voie publique pour sauver des vies. Une grande campagne à travers la ville de Bondoukou, doublée à des journées portes ouvertes, ont été organisées par la direction régionale des transports du Gontougo en vue de rapprocher ces services des populations pour mieux véhiculer ces messages de sensibilisation. Kwame Bio-Albert est le président de l'Union des jeunes actifs pour le développement de Bondoukou 3, composé des sous-préfectures de Laoudiba, Saplé Sepengo et de Yezimala. Ce jour, le président en compagnie de ses amis célèbre la journée de la jeunesse africaine. À travers cette activité, fédérer toutes les forces de la jeunesse de ces 3 sous-préfectures qui leur permettront d'être encore plus forts et de pouvoir s'insérer dans les tissus économiques et sociaux. Conscient du état de notre zone en termes de développement dans certains de ces aspects, nous jeunes de ces 3 sous-préfectures, Laoudiba, Sapli Sepengo et Yezimala, avons pris l'engagement de nous unir et mutualiser nos forces pour faire face aux différents défis du développement. La présentation officielle de l'UJADB 3 a été marquée par l'investiture des présidents des jeunes des localités de Yezimala et de Kogora, également par une formation sur l'entrepreneuriat et l'insertion socio-professionnelle par l'agence Emploi Jeunes, cette structure sous tutelle du ministère de la Jeunesse. Nous sommes à leur disposition pour offrir toutes les opportunités de l'agence Emploi Jeunes. Nos services sont entièrement à leur disposition. Il faut qu'ils viennent aussi vers nous pour nous dire que bon, vraiment voilà des opportunités de travail afin que tout un chacun puisse s'épanouir, trouver de quoi nourrir sa petite famille. Cette cérémonie de la célébration de la journée de la jeunesse africaine à Yezimala, initiée par l'Union des jeunes actifs pour le développement de Bondoukou 3, a bénéficié du soutien des autorités administratives et politiques, notamment le parrain, M. Kwasi Kofi Dizouloukov, chargé des études du ministère d'État de l'Agriculture et des Productions vivrières. La vie, c'est surtout le travail. Tout ce que vous devrez faire, c'est de travailler avec ardeur, avec abnégation et surtout, ne jamais se décourager. Chers jeunes, vous représentez l'avenir. Alors, il est de votre devoir d'être les meilleurs hommes et femmes de demain de ce pays
afin d'être les agents de changement de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. L'Union des jeunes actifs pour le développement de Bondoukou 3 a été créée en 2021. Elle a pour mission de stimuler ses membres à entreprendre et créer les conditions de l'épanouissement des jeunes qui vont contribuer au développement de leurs localités respectives. Et pour terminer, nous vous emmenons dans le village de Kripayo, dans la sous-préfecture de Gagnoa, qui a vécu la cérémonie de sensibilisation à la cohésion nationale organisée par la Fédération pour la paix universelle. Cet événement s'inscrit dans le cadre d'une initiative visant à promouvoir la cohésion nationale et à favoriser un climat de paix durable en Côte d'Ivoire, particulièrement à l'approche des prochaines échéances électorales. Gervais Mani, dans un commentaire signé Michel Brou. Ce sont une dizaine de jeunes, désormais en mission pour la cohésion sociale à Kripayo dans la sous-préfecture de Gagnoa. Ces acteurs de paix ont été honorés à travers des tableaux d'honneur et faits ambassadeurs par la Fédération pour la paix universelle. L'événement a réuni les leaders communautaires, les autorités locales et de sensibiliser les populations sur l'importance de l'unité et de la solidarité entre les différentes couches sociales pour prévenir les conflits et garantir des élections pacifiques. Nous voulons tout simplement lancer le message de paix à travers nos chefs couronnés, à travers les jeunes des villages, à travers les femmes des villages. Les élections arrivent. Partout où ils sont, ils doivent lancer des messages de paix. Sans la paix, il n'y a rien de positif. Au nom des récipiendaires, le porte-parole a exprimé leur volonté à travailler davantage à la construction d'une société unie et pacifique. Une distinction qui vient à point nommé. Voilà, on ne prend pas comme ça quelqu'un et puis on vient le nommer. C'était les actions, les actes qu'on a posés. Donc je vois dans cette distinction une reconnaissance, premièrement. Puis deuxièmement, c'est une confiance. Cette cérémonie fait suite à un séminaire sur les principes universels de l'humanité qui a été organisé par le FPU dans le village de Kripayo à l'intention des ambassadeurs de paix de cette localité. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur la télé utile.